Alors, la dernière fois, on s'était arrêté au milieu de la démonstration des identités de Madsen généralisées. Donc, on va d'abord juste terminer et puis voir ensuite comment ça peut servir à démontrer des formules, enfin, comment Mirzakhani s'en est servi pour démontrer des formules qui s'appellent récursion, la récursion topologique qui concerne les volumes des espaces des modules. Et puis, petit à petit, on en tirera diverses conséquences. Donc on avait donné le principe général pour une surface, mettons, à bord géodésique. On avait dit, on choisit un des bords et puis on tire on lance des géodésiques de manière orthogonale. Et puis on regarde, alors sauf pour un ensemble de mesures nulles de conditions initiales, la géodésique va génériquement soit s'auto-intersecter, soit ressortir, soit rester, ne pas s'auto-intersecter, mais ressortir par un autre bord. Et on en avait déduit une application qui a un point du bord. Cette application est définie presque partout et un point du bord associe un pantalon dont un des trois bords, c'est la composante β1. Donc, par exemple, si X est ce point-là, le pantalon qu'on lui associe, en fait, on prend un petit voisinage tubulaire de la géodésique et on prend les deux composantes de bord qui ne sont pas β1. Et donc, finalement, la formule de Madsen, ça revient à dire que la mesure de Lebesgue de β1, qu'on avait appelé L1, c'est la somme sur tous les pantalons de la mesure de Lebesgue de l'image réciproque de P. Donc ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de dire comment on calcule ça. Donc inversement, il faut se demander maintenant si donc si je me donne un pantalon dont une des trois composantes de bord, c'est β1, faut arriver à identifier l'image réciproque de P. Donc autrement dit, il faut se demander quels sont les points du bord de ce pantalon qui ont la propriété que quand on lance une géodésique de manière orthogonale, elle s'auto-intersecte dans le pantalon, ou alors il y a l'autre cas de figure qui est le cas où la géodésique ressort de l'autre côté sans s'être auto-intersectée. Alors c'est un petit peu de trigonométrie hyperbolique, je ne sais pas ce que j'ai comme couleur. Donc on va décomposer, comme d'habitude, ce pantalon en deux hexagones, en traçant ces trois orthogéodésiques-là. Donc le pantalon, c'est une copie de deux exemplaires de ces hexagones qui sont isométriques. Et puis peut-être je vais peut-être relever tout dans le disque hyperbolique. Alors, je vais essayer de faire... Je vais essayer de faire le dessin comme il faut. Voilà. Donc là, oui.
Là, j'ai un relevé de bêta 1. Là, j'ai un relevé de alpha. Et là, j'ai un relevé de bêta qui sont reliés par 3 orthogéodésiques, comme ça. Donc cet hexagone-là, c'est celui qui est là devant. Et puis, et puis en dessous, il y a une figure symétrique qui est faite. Voilà, on peut voir l'hexagone qui est derrière, il est représenté ici. Donc ce segment-là, ce segment-là, sa longueur, c'est L1 sur 2. Celui-ci, il est dessiné là. Celui-ci, sa longueur, c'est la longueur de alpha sur 2. Et celui-ci, sa longueur, c'est la longueur de bêta sur 2. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a ici, quelque part, il y a une géodésique qui part de manière orthogonale ici et qui est asymptote à bêta, qui correspond sur le dessin. Je vais peut-être refaire un dessin sur le côté. Donc cette géodésique ici, qui est orthogonale au bord et qui est asymptote à bêta, elle correspond à une géodésique qui part donc de manière orthogonale ici et qui, dans le pantalon, qui spirale sur bêta, mais qui reste simple. Alors, il y en a une autre, peut-être je vais les faire en rouge. Voilà, il y en a une autre ici, qui spirale sur alpha. À chaque fois, on part de manière orthogonale. Donc il y a 2 points là, et puis il y a les symétriques, hein, toute la figure est symétrique, donc il y a 2 points, il y a 2 dessins symétriques de l'autre côté. Et ce dont il faut se convaincre, enfin, c'est de la topologie de dimension 2, c'est qu'à partir du moment où on est en fait, si j'ai une condition initiale, et je peux même prolonger, en fait, je vais prolonger le dessin par un funnel hyperbolique, donc l'infini. Si j'ai une condition initiale qui a la propriété que la géodésique correspondante se recoupe, si je pars, se recoupe, donc mettons du côté de bêta, si je pars plus à gauche, la géodésique correspondante va aussi nécessairement se recouper. Donc si celle-là se recoupait, celle qui était là, si on regarde ce qu'elle peut faire, elle va nécessairement se recouper. Éventuellement, si je suis trop proche, là, elle peut éventuellement se recouper. Elle peut éventuellement recouper cette géodésique de bord avant de se réintersecter. Mais à partir du moment où, si je connais une condition initiale qui a la propriété que la géodésique se réintersecte, et bien toutes celles qui sont à gauche et avant. Alors il y a un point, il y a ici il y a une géodésique qui est orthogonale. Il y a quelque part un cas limite où quand je pars de manière orthogonale, je ressors de l'autre côté de manière orthogonale. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que finalement cette géodésique qui est simple et qui spirale sur bêta, dès que je suis sur ce segment-là,
la géodésique va nécessairement se réintersecter. Et par contre, si je suis plus à droite, au contraire, elle va sortir directement par bêta sans s'intersecter. Donc c'est ce point-là et de l'autre côté ce point-là qui marque les cas limites. Hein, donc on va leur donner des noms. Celui-là, on va appeler ce point I1, J1, et puis les symétriques, c'est I2, J2. Alors si alpha et bêta sont des courbes intérieures à la surface, donc notre surface, c'était une surface de genre G et avec n composantes de bord. Donc là, on peut, le phi-1 de P, c'est la réunion, c'est le scellement. Oui. Voilà, donc il faut être dans un de ces deux segments-là pour que la condition initiale, qu'en partant d'une géodésique orthogonale là, on se réintersecte. Donc il faut calculer, finalement, ce qu'il faut calculer, c'est cette longueur. Et là, on applique, il y a deux formules de trigonométrie qu'on applique. Donc la formule, c'est que quand on a un hexagone à angle droit et qu'on connaît, X, Y et Z, et bien ici on a que le cosinus hyperbolique T, c'est cosinus hyperbolique Y, cosinus hyperbolique Z, plus cosinus hyperbolique X, divisé par sinus hyperbolique Y et sinus hyperbolique Z. Donc cette formule-là, nous, on l'applique à cet hexagone-là, dont on connaît 3 des côtés. Cette formule-là, elle nous permet déjà de calculer cette longueur-là. Et ensuite, donc là, voilà. Et ensuite, on va pouvoir calculer. Qu'est-ce que voilà. Est-ce que c'est bien ce que je dis? Oui, c'est ça. Maintenant qu'on connaît celle-là, on va pouvoir calculer celle-là parce qu'ici, on a une deuxième formule qui dit que quand on a un dessin comme ça, alors, on a un quadrilatère idéal avec ici 2 géodésiques asymptotes et puis les trois autres donc ces deux longueurs sont infinies. Et là, on a 3 angles droits. Donc c'est celui qui est dessiné ici. On a que sinus x fois sinus y égale 1. Donc là, maintenant, voilà, on va pouvoir calculer cette longueur-là et ça nous permet par passage au complémentaire, ça nous permet de calculer cette longueur-là. Et donc là, dans ce cas-là, on va obtenir, c'est là qu'on obtient la fonction d, la mesure de Lebesgue de phi-1 de p, c'est la fonction, ça s'exprime grâce à la fonction d qu'on avait, je ne sais pas si je vais la recopier, mais c'est la fonction d appliquée, de mémoire, c'était, il y avait L1, la longueur de alpha et la longueur de bêta.
Dans le cas où, par exemple, bêta, c'est une autre composante de bord, il faut juste modifier un tout petit peu la description de phi-1 de P. Les autres composantes, on les avait appelées bêta J. Donc dans le cas où bêta, c'est une autre composante de bord, en fait, ce qui change, c'est que maintenant, l'image réciproque de P, en plus de ces deux segments, il faut rajouter aussi ce segment-là, parce que si je lance maintenant une géodésique à partir d'ici, je vais ressortir par bêta, et là, on trouve aussi le pantalon P. Donc, voilà, ce qui change, c'est que phi-1 de P, c'est non seulement les deux intervalles calculés précédemment, mais il faut aussi rajouter I1, I2. Donc il faut rajouter en plus, en plus de ces deux segments-là, on a celui-ci. Et ce qui fait que dans ce cas-là, on calcule, grâce aux formules Trigo, on calcule la longueur de chacun de ces trois intervalles. Et cette fois-ci, on tombe sur la fonction que j'avais notée R, qui était une fonction de L1, Lj et longueur de alpha. Et en fait, si vous vous souvenez, j'avais donné une relation qui relie la fonction R et la fonction D, qui ne se voyait pas à l'œil nu quand j'avais écrit l'expression analytique, mais qui dit juste qu'en fait, qui dit juste qu'en fait que la somme de ces quatre intervalles, ça fait L1 en fait. Après. Mais du coup, sur le dessin, on a l'impression qu'il y a plus de la moitié du coup de bêta 1 qui est envoyé sur. Dans le cas, oui, dans le cas où bêta c'est aussi une composante de bord, il y a effectivement, enfin, plus de la moitié. Ça dépend un peu. Ce côté-là n'est pas forcément symétrique de celui-là. Enfin, mais par contre, oui, si j'appelle la moitié, là j'ai donc cette géodésique particulière qui est orthogonale des deux côtés. Si ce que j'appelle ça, c'est la moitié, effectivement, ça dépasse de l'autre côté. Alors on peut s'en servir, je vais montrer ça, on peut s'en servir pour trouver donc, des formules de récurrence qui concernent les fonctions volume. Alors peut-être avant de faire les formules de récurrence, je vais déjà faire l'initialisation, calculer le volume. On va s'en servir pour calculer le volume de l'espace des modules pour un tore avec une composante de bord de longueur L. Donc un dessin comme ça. Donc dans ce cas-là, la formule, elle disait que 1,5 est égal à la somme sur toutes les géodésiques simples de la fonction D appliquée en L fois longueur de alpha 2 fois. Donc x, ça c'est pour quelle que soit la métrique hyperbolique à condition que la longueur du bord soit égale à grand L. Alors, je
je vais plutôt l'écrire sous forme que 1 égale somme pour des alpha géodésiques simples orientées. C'est juste que je compte 2 fois chaque géodésique simple. Et maintenant, je vais intégrer ça sur l'espace des modules, mais appliquer la formule de unfolding, là, le dépliement, donc ça va me dire que l'intégrale... pardon, c'est L. Un demi, c'est dans le cas où c'est un cusp. Là, c'est L. Et donc là, j'ai 2 L. Donc si j'intègre tout ça sur l'espace des modules, donc ça, c'est le volume que je cherche à calculer. J'applique la formule de la dernière fois. Ça va donner l'intégrale de d de Lxx fois x dx. Oui, c'est ça, je pense. Voilà, ça donne ça. Et donc ça, c'est une intégrale pour x allant de 0 à plus l'infini. Peut-être je vais recopier cette fonction d. Voilà, d de Lxx. Si je recopie simplement la formule, ça fait 2 log de exponentielle L sur 2 plus exponentielle x, exponentielle L sur 2 moins L sur 2 plus exponentielle x. Et là, c'est la manière dont Mirzakhani fait les calculs. On va plutôt calculer la dérivée du volume. Donc ça, c'est 2L fois, on va appeler ça V11 de L. On va plutôt calculer en départ la dérivée du volume en utilisant le fait que la dérivée de la fonction d par rapport à L, c'est 1 plus exponentielle x moins L sur 2 plus 1 plus exponentielle x plus L sur 2. Je ne sais pas s'il y a une philosophie derrière ça, derrière le fait que c'est plus simple de calculer la dérivée du volume puis de l'intégrer que de... À part le fait que ça permet de se débarrasser du logarithme. Donc ça me dit que d sur dl de la fonction volume que j'essaye de calculer, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de x Et là, bon, peut-être je ne vais pas faire... Il y a quelques changements de variables simples à faire, hein, essentiellement x moins L sur 2 et x plus L sur 2. On aboutit à un terme qui va faire deux fois intégrale de 0 à plus l'infini de y sur 1 plus exponentielle y dy, qui s'avère être égal à... alors je sais, bon, c'est pi carré sur 6, je ne sais plus s'il faut prendre le 2 dedans ou non.
Et puis l'autre terme qui apparaît, c'est intégrale de 0 à L sur 2 de y moins L sur 2 dy, qui fait L carré sur 8. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ah, j'ai mal recopié. Les deux, ça va encore me poser. Alors à la fin, voilà, en réintégrant et en divisant par L, je trouve pi carré sur 12 plus L carré sur 48, c'est-à-dire la moitié de la formule qu'on trouve dans les articles de Mirzakhani. Voilà, ça c'est la formule que j'ai trouvée en faisant ce calcul, et Mirzakhani, elle trouve le double. Et je me suis tracassée pendant toute la semaine pour comprendre pourquoi. Mais j'ai compris, ça y est, j'ai trouvé une explication qui me satisfait. C'est que quand j'ai une surface hyperbolique qui est un tore avec une composante de bord, donc je peux dessiner, je peux dessiner l'orthogéodésique là, qui part comme ça. Il y a une isométrie qui s'appelle, on l'appelle involution hyperelliptique, qui consiste juste à, visuellement, vous prenez votre dessin et vous le retournez. Ça préserve l'orientation. Et donc R carré égale identité. Et elle envoie, en fait toute géodésique simple sur la même géodésique orientée dans l'autre sens. Donc, ça agit comme une isométrie, quelle que soit la métrique hyperbolique. Ça envoie toute géodésique simple sur la même géodésique mais orientée dans l'autre sens. Ça veut dire qu'en fait, j'ai un élément du mapping class group qui est non trivial, mais qui agit trivialement sur l'espace de Teichmüller. Et si vous y pensez, en fait, je vous avais donné une recette pour intégrer sur des espaces quotients. Mais s'il y a tout un... Ça veut dire que en fait, l'espace des modules, finalement, soit je peux l'écrire comme, l'espace de Teichmüller quotienté par le mapping class group. Et je peux aussi l'écrire comme
l'espace de Teichmüller quotienté par un groupe 2 fois plus petit, finalement, qui est comme de toute façon R agit comme l'identité, que je quotiente l'espace de Teichmüller par le mapping class group ou par son quotient par R, ça donne le même espace. Simplement, si j'applique ma recette pour calculer la mesure sur l'espace quotient, si j'applique ma recette en écrivant ça ou en écrivant ça, j'ai un facteur 1,5 de différence. Donc moi, ma recette pour calculer la mesure, elle correspond à vraiment prendre cette définition. Et comme j'ai quotienté par un groupe 2 fois plus gros, j'ai un 1,5 par rapport à Mirzakhani. Après, elle, son 1,5 qu'elle n'a pas là, il y a un autre endroit dans le calcul où elle regagne, elle redivise par 1,5 à un autre endroit quand elle écrit ses formules de récursion. Donc il n'y a pas, à la fin, on a les mêmes formules, mais les 1,5 n'apparaissent pas au même endroit. Voilà, donc en fait, voilà, ce volume-là, c'est en appliquant vraiment la recette de mesure sur un espace quotient, mais en écrivant le quotient comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on constate, c'est que le V11, c'est un polynôme. On le voit par le calcul. Et on va voir que ça va être le cas pour toutes les fonctions volume, même en caractéristique de l'aire plus grande. Alors je vais écrire maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions là, sur. Je vais écrire. Je vais écrire plus généralement ce qu'on obtient. À chaque fois, l'idée, c'est d'intégrer les formules de Madchen. Donc la récursion topologique. Donc on part du fait que L1, c'est la somme. Donc il y a une première somme sur les paires de courbes qui bordent des pantalons. Et puis la somme sur les... donc là, c'est la fonction R qui sort. Donc il y a une somme sur J allant de 2 à N. Donc là, on est toujours en train de supposer que N est plus grand que 1. Donc c'est pareil, on va intégrer ça sur l'espace des modules. Donc là, c'est l'espace des modules en fixant les longueurs des composantes de bord allant de L1 à Ln. Et là, je vais intégrer cette fonction, mais toujours en voyant cette somme, finalement en groupant cette somme selon des orbites du mapping class group, de manière à pouvoir relever l'intégrale à l'espace de Teichmüller et appliquer la formule générale que j'avais trouvée la dernière fois. Alors, on trouve trois sortes de termes. Ouais, c'est peut-être le mieux. Je vais leur donner. Il y a un terme dans les articles de Mirzakhani qui s'appelle A, un terme qui s'appelle B, un terme qui s'appelle C. Et peut-être,
Oui, le A, je sais. Le A, il correspond à des. En fait, ça, c'est peut-être celui qui s'appelle B, j'ai oublié. Je vais écrire d'abord celui qui s'appelle B. Le B, il correspond au cas. Le B, il correspond à celui-là. Il correspond au cas où on a retiré un pantalon qui borde. Enfin, on a retiré un pantalon qui est bordé par deux courbes de bord et puis une courbe intérieure. Donc, tous ces pantalons-là, une fois que β1 et βj sont donnés, tous ces pantalons-là, ils correspondent juste à une orbite sous l'action du mapping class group. C'est la raison pour laquelle je préfère commencer par celui-là. Donc le B, il va nous donner l'intégrale de la fonction R en L1, Lj, x. Et puis après, si vous vous souvenez, les formules générales d'intégration, il faut intégrer sur le... Donc x, son interprétation, c'est la longueur de cette courbe-là. Et après, il faut intégrer sur l'espace... Il faut multiplier par le volume de l'espace des modules du complémentaire. Et là, le complémentaire, c'est une surface qui a le même genre. Et elle a par contre, au lieu d'avoir n composantes de bord, elle en a n-1. Donc là, ce qui sort, c'est Vg n-1. Oui, la notation, c'est que celui-là, on l'appelle Vgn de L1, Ln. Là, ce qui sort, c'est Vgn-1. Et les composantes de bord sont L1. Non, pardon. C'est X. Et il sort les LK avec K différents de 1 et J. Alors il y a une somme sur tous les J, qui est écrite ici. Il y a une intégrale pour x allant de 0 à plus l'infini. Et j'ai toujours x dx. Oui, ça a l'air d'être correct. Donc là, voilà, il y a le R qui vient de la formule de Madchen, et ce volume-là, c'est le volume de l'espace des modules sur les métriques, qui paramètrent les métriques sur le complémentaire. Donc ça, c'est ce terme-là. Les autres termes, ils correspondent donc au cas où les deux courbes sont intérieures, alpha et bêta. Et simplement, par contre, pour pouvoir appliquer la formule, il faut les grouper par orbite sous l'action du mapping class group. Et le terme A, il correspond. Donc il faut regarder toutes les manières dont je peux recoller des choses sur ce pantalon pour obtenir une surface de genre G et avec n composantes de bord. Et le terme A, il correspond au cas où le complémentaire est connexe. Donc le terme A, il correspond à ce dessin-là. Le terme A, il correspond au cas où SGL moins le pantalon en question est connexe. Donc tous ces dessins-là, maintenant, ils correspondent à une orbite sous l'action du mapping class group. Donc je vais pouvoir écrire la formule qui leur correspond. Ça va être... Je vais trouver, donc A, c'est
l'intégrale. Alors maintenant, c'est l'intégrale avec deux paramètres, puisque je vais appeler x1 la longueur de alpha et x2 la longueur de bêta. Non, là, c'est la fonction d qui sort. Maintenant, alors, une fois que il y a l'espace, il va sortir le volume de l'espace des modules, donc des métriques sur le complémentaire. Là, le complémentaire, il a genre G-1, parce que j'ai supprimé une anse ici en ouvrant, et par contre, le nombre, il a n plus 1, par contre, voilà, n plus 1 composante de bord. Et les autres, ce sont les LK avec K différent de 1. Et puis X1, DX1, X2, DX2. Et en fait, il y a un 1,5 qui sort. Pourquoi? Parce que quand j'ai écrit ça, j'ai supposé que alpha avait le numéro 1 et bêta avait le numéro 2. Mais dans la formule de Madchen, c'est juste une somme sur les paires non numérotées. Donc il faut rediviser par 1,5 juste parce que sinon on compterait deux fois la même chose. Voilà, et puis B, donc ça c'est un des termes qui sort. Le terme B, c'est, bon, on aurait pu le mettre avec le terme A, mais en fait, quand on fait les asymptotiques en grand genre, il va être d'ordre inférieur, donc on le met à part. Le terme B, c'est la même chose, mais dans le cas où je dois compléter mon pantalon, où le complémentaire n'est pas connexe. Donc le terme B, il correspond au cas où la surface privée du pantalon n'est pas connexe. C, par contre, pardon. Donc il faut... Donc ici, il faut coller deux surfaces. Il faut... Enfin, non, il faut... oui, elles ont chacune du bord. Il faut coller deux surfaces de sorte que retomber sur une surface de genre G et avec n plus 1 composante connexe. Donc cette surface-là, son genre, la somme des deux genres doit valoir, celle-là je vais appeler le genre G1 et celle-ci, là je vais appeler le genre G2. Donc la somme des deux genres doit valoir G. Ici, on va appeler donc I, c'est le sous-ensemble de 2n qui correspond au numéro. Il faut se souvenir que les composantes de bord, elles sont numérotées, on n'y touche pas. Donc I, ce sont les numéros des composantes de bord qui sont là. Et J, c'est le complexe. Donc en fait, on a I union disjointe avec J qui doit être égale à 2n. Ce qui fait que ce morceau-là, il a cardinal de I plus 1 composante de bord. Et celui-là, cardinal de J plus 1. Donc chaque donnée de G1, G2 et puis I et J correspond à une orbite par l'action du mapping class group.
Autrement dit, tous les pantalons dont le complémentaire a les mêmes paramètres peuvent être envoyés l'un sur l'autre par un difféo. Ce qui fait que le terme C, on peut l'écrire alors C, on peut l'écrire comme une somme. Alors il y a une somme sur G1, G2 qui doit vérifier la contrainte, là, que G1 plus G2 égale G, et puis sur les partitions IJ, partition de l'ensemble de N en deux sous-ensembles non vides. Non vides ou... Non, ils peuvent même être... Qu'est-ce que je dis? Non, ils peuvent être vides. Et on va se retrouver avec l'intégrale de 0 à plus l'infini. Alors là, non, c'est même encore une intégrale double, il y a toujours x1 et x2. Bon, ça, il va y avoir de nouveau d de L1, x1, x2. Et là, par contre, on va avoir un produit de deux volumes. Ça va être V G1 cardinal de I plus 1 évalué en x1 et puis il va sortir les LK pour K appartenant à I. Et là, VG2 cardinal de J plus 1 évalué en x2 et là c'est évalué en les LK pour K appartenant à J. Et puis c'est intégré toujours par x1, x2, dx1, dx2, et puis encore divisé par 2. Voilà, donc là, ça, alors, ce qui est intéressant, c'est que comme, en fait, on va calculer les caractéristiques de l'air qui sont impliquées, mais en fait, comme à chaque fois, on retire... à chaque fois, cette formule, elle est obtenue en retirant un pantalon à la surface de départ. En fait, la caractéristique de l'air va augmenter de 1, mais en fait, on parle toujours, on est en train de parler que de surface de caractéristiques de l'air négatives. Donc, augmenter de 1, ça veut dire qu'en valeur absolue, on se rapproche de 0, quoi. Donc, on est en train... Donc, si j'appelle... J'appelle donc 2G moins 2 plus N, c'est la valeur absolue de la caractéristique de l'air. À chaque fois, je prends la valeur absolue parce qu'on sera toujours avec des surfaces de caractéristiques de l'air négatives. Alors ici, bah, par exemple, ce terme-là, maintenant, si je calcule qui en G-1, N plus 1, c'est la caractéristique de l'air de ma surface de départ, moins 1. Le terme, c'est le cas aussi, alors je l'ai effacé, mais pour le terme B, c'est le cas aussi que si on pouvait faire le calcul, hein, la caractéristique de l'air avait décru exactement de 1, mais ce qui n'est pas une surprise puisqu'on a à chaque fois juste enlevé un pantalon. Et ici, la caractéristique de l'air, c'est la somme des deux caractéristiques de l'air. Si je calcule qui de G1 I plus 1 plus qui de G2 J plus 1, alors peut-être celle-là, je vais la faire en détail. Alors la première, c'est 2G1 moins 2 plus I plus 1. Et le deuxième, c'est 2G2 moins 2 plus J moins 1. Ça fait 2G
moins 4, non, c'est plus 2, et puis plus n moins 1, hein, parce que la somme de cardinal de i et du cardinal de j, ça fait n moins 1, ce qui normalement fait bien ce que je voulais. Oui, ça fait... Donc disons que bon, on a obtenu une formule de récurrence qui permet d'exprimer L1 VGN de L1 est exprimée alors par des formules intégrales qui font intervenir ces fonctions D et R. De caractéristiques de l'air plus petites en valeur absolue. Ce qui veut dire que si on sait calculer les premières, on peut s'amuser à toutes les calculer. Et en particulier, ce qui ne se voit pas spécialement sur les formules, mais ce que Mirzakhani a montré, un peu toujours à partir du même principe, il vaut mieux toujours dériver par rapport à L1, les calculs sont plus sympas. Mais en fait, si on sait que la première est un polynôme, on peut voir que toutes les autres sont des polynômes aussi. En fait, c'est même un polynôme en L1 carré sur 2. Enfin, bon, vous allez voir dans un instant pourquoi je mets ce demi. En fait, c'est même un polynôme en les LI carrés. Et peut-être juste avant qu'on fasse la pause, je vais juste montrer. Donc ça, on peut montrer juste par récurrence. Enfin, en fait, Mirzakhani a donné deux preuves. Et donc, une première preuve, c'est par récurrence. Et il y a une deuxième preuve que je vais expliquer un petit peu rapidement à partir du théorème de Oestermann-Heckmann sur les actions hamiltoniennes des tores. Je vais juste expliquer un petit peu pourquoi. On ne s'en servira pas pour la suite. Ce que je vais montrer avant la pause, c'est ce que donne... en fait, ce qui est traditionnel, c'est d'écrire le polynôme sous cette forme-là. C'est somme. Alors, c'est un polynôme en plusieurs variables, dont D, c'est un multi-indice. Et ce que donne la preuve, c'est qu'en fait, le degré est plus petit que 3G moins 3 plus N. Et ce qui est... Alors, les coefficients... En fait, là, évidemment, les relations de récurrence entre les VGN, on peut les réécrire comme relations de récurrence sur les coefficients. C'est ça que je montrerai sur le slide. Et ce qui est pratique, c'est ensuite de faire produit, c'est de renormaliser d'une certaine manière, produit pour i égale 1 à n de 1 sur factoriel 2di plus 1 li carré sur 2 à la puissance di. Alors, je vais juste montrer les formules. Alors, c'était là, je crois. Alors voilà, ça c'est un... Bon, ces formules-là, vous les retrouvez dans
une bonne partie des articles de Mirzakhani. Bon, là c'est un extrait de son article à Elzographe. Et donc les ABC, ça correspond à ce que j'avais numéroté ABC tout à l'heure. Et les C, ces coefficients C, là sur le transparent, ils correspondent à ces espèces de crochets taux D1. Ça vient justement, je crois que c'est une notation, peut-être Stéphane en sait plus, mais c'est une notation qui a l'air de venir plutôt des travaux de Witten et du lien avec la physique mathématique. J'en dirais juste un petit mot. Donc sur les transparents, en fait, les coefficients, ils sont notés avec, c'est les trucs qui sont entre crochets. C'est pas forcément la peine de tout lire, mais vous voyez que le terme A, il fait effectivement intervenir des fonctions volume en genre G-. Bah non, j'ai du coup. Ah bah j'ai inversé, d'accord, j'ai inversé le. Ouais, j'ai inversé visiblement le A et le B. Ouais, j'ai inversé le A et le B visiblement. Donc le terme, il y a un terme qui fait intervenir des surfaces de genre G-1 et avec n plus une composante de bord. Le dernier terme C, il fait intervenir des produits de fonction volume. Donc là, vous avez des produits de ces crochets-là. Et le terme qui s'est retrouvé effacé, c'est celui où... ouais, c'était le terme que j'avais appelé B, mais ici il s'appelle A, qui fait intervenir des surfaces de genre G et avec n-1 composante de bord. Donc vous voyez, il y a une chose peut-être qu'on peut remarquer, c'est que c'est une relation de récurrence qui n'est pas linéaire. Le A et le B, ils dépendent de manière linéaire, mais dans le C, il y a un produit. Donc on en parlait l'autre fois après le cours. Si on se trompe d'un certain facteur au départ, ça se répercute de manière non linéaire. Donc il faut quand même essayer de ne pas se tromper dans le calcul des premiers termes. Et puis l'autre chose qui est peut-être assez surprenante, c'est que donc les coefficients, vous voyez dans ces formules de récurrence, il y a des coefficients qui sortent, mais qui, en gros, il y a des 2 dj plus 1 là, dans le grand A, et puis il y a AL, qui est pas si... Le AL, en fait, les coefficients qui sortent, ils viennent vraiment des fonctions grand R et grand D, donc on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient peut-être incalculables ou que ça soit horrible, et finalement, les coefficients qui sortent, c'est le AI là, qui est écrit là. Bon, c'est cette intégrale-là, mais qui s'avère, si on veut, on peut l'exprimer, c'est écrit en haut, on peut l'exprimer avec la fonction zeta de Riemann de 2i, mais enfin, il sort parce que c'est cette intégrale-là. Et ce qui est important aussi, c'est que tous les coefficients qui sortent, c'est des nombres positifs. Et en fait, donc, tous les coefficients-là, on peut le voir par récurrence, enfin, on a calculé les premiers, ils étaient positifs. En fait, tous les coefficients là, qui sortent, ils sont tous positifs. Et on peut le voir par exemple par récurrence. Et ça aide beaucoup dans l'asymptotique de Grandjean de savoir qu'on n'a que des contributions positives. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces formules? Alors, ce qui est peut-être un petit peu contrariant pour l'objectif du cours, c'est que pour étudier l'asymptotique en grand genre, en fait, on ne peut pas se contenter d'appliquer. Ça, c'est vraiment les formules obtenues par Mirzakhani à partir des formules de Madchen. Mais pour étudier l'asymptotique en grand genre, elle utilise aussi deux autres groupes de formules de récurrence là, qui sont écrites là, et qu'elle emprunte, qui avait été démontrée auparavant par d'autres auteurs. Et ces formules-là, en fait, n'ont pas, en tout cas à l'époque où elles ont été écrites, il y a une quinzaine d'années, n'avaient pas de preuves géométriques de style Madchen. Je ne sais pas si maintenant elles en ont, mais ces formules-là ont été démontrées avec des arguments un peu comme... Oui, peut-être ce que je dois dire, enfin, je vais en reparler après la pause, mais ces formules-là, elles avaient été conjecturées par Witten et démontrées d'une autre manière par Kontsevich.
Ça donne finalement, les formules de Madchen donnent une preuve avec l'interprétation géométrique des formules, mais elles étaient connues avant. Les formules de récursion de rang 1 et de rang 2, à ma connaissance, n'ont pas de preuve à la Madchen. Je ne sais pas si. Voilà, je ne sais pas. Et donc, elles sont obtenues un peu par les méthodes à la Kontsevich et Witten, mais voilà. Et on est obligé à 2 ou 3 endroits de les utiliser dans l'asymptotique de grand genre, bon, ce qui est un petit peu contrariant parce que je ne les aurais pas démontrés, mais bon, voilà. Peut-être. Là, c'est Kontsevich qui les a démontrés, du coup? Non, alors là, je vais écrire. Il y a Liu et Xu et Do et Norbury. Et il y a une quinzaine d'années à peu près. Ils disent qu'ils reprennent les idées de Kontsevich en fait pour démontrer ça. Et en particulier, quelque chose d'assez surprenant, c'est que en fait les formules. Pardon ? Norbury. Pardon ? Je ne me souviens pas d'un papier de Kontsevich sur ça. Si, sa preuve de la conjecture de Witten revient à montrer ça. Et en fait, la formule 2, elle peut se réinterpréter comme une relation entre, alors c'est quoi? C'est VG n plus 1. Alors maintenant, en fait, quand on sait que c'est des polynômes, on peut mettre des nombres complexes à la place des LI. Au départ, les LI, c'est des nombres positifs. Et en particulier, si on met des nombres imaginaires purs, on peut voir ça comme étant... on peut essayer en tout cas de voir ça comme correspondant à des surfaces hyperboliques avec des points coniques. Et de manière formelle, en fait, la formule 2, là je répète uniquement ce que disent les auteurs, enfin, on peut la réécrire comme une relation assez simple entre l'espace des modules avec n composantes de bord, et puis la dernière, on met un angle 2π. Et puis VGN. Donc voilà, cette relation 2 compliquée, en fait, elle peut se réécrire comme une relation relativement simple entre ces deux formules. Mais ce qu'ils disent dans leur article, c'est que, alors intuitivement, on se dit qu'effectivement, mettre un point marqué avec un angle 2π, ça revient à supprimer le point, mais ils disent qu'ils n'ont pas de preuve géométrique de cette formule, qu'ils refont une preuve à la Kontsevich et qu'ils ne comprennent pas de manière géométrique la relation qu'ils ont trouvée, en fait. Ils la voient, mais voilà, je ne sais pas si depuis il y a eu des réflexions là-dessus. Ouais, on va faire une petite pause, là, quelques minutes. Et pendant la pause, je vais mettre une image. Donc en haut, c'est une lamination géodésique qui est juste une géodésique simple. Une lamination géodésique, c'est un fermé de la surface qui est une union de géodésique simple. Donc le cas le plus simple, c'est une géodésique périodique sans auto-intersection. Le deuxième exemple, c'est, je crois qu'il y a 2 géodésiques simples fermées et puis une troisième qui s'accumule sur l'une des deux. Mais il y a aussi des situations plus compliquées de lamination géodésique là, que Thurston a tenté de dessiner, qui ont la propriété que, donc ce n'est pas des réunions de géodésique périodiques fermées. Transversalement, c'est des ensembles de cantors de mesure nulle. Et là, quand on les relève au disque hyperbolique, ça fait un petit peu ce genre de dessin. Voilà.
ce que Mirzakhani a montré, c'est qu'ils s'interprètent comme des intersections des classes de Chern des fibrés qui s'appellent tautologie. Voilà, sur... je ne vais pas du tout détailler, mais disons qu'il y a une compactification de l'espace des modules, et sur cette compactification, donc n c'est le nombre de composantes de bord, il y a n fibrés en droite complexe. Qui ne sont pas, en fait, c'est rien de méchant, en fait. Hein, et donc ces fibrés en droite ont des classes de Chern, et les C indice D, ce que Mirzakhani a montré, elle a donné une autre preuve du fait que c'était des polynômes, et du fait que les CD, ils ont une interprétation comme intersection de certaines classes de Chern. Et ça vient de la théorie générale des flots hamiltoniens, des actions hamiltoniennes de Tor. Donc, dans le cadre général, c'est que si on a une variété symplectique, et si j'ai un certain nombre de flots hamiltoniens qui commutent, donc qui sont périodiques et qui commutent. Donc phi i autant t plus 1 égale phi i, et qui commutent. Autrement dit, j'ai une action hamiltonienne du Tor Tn. Donc je vais appeler H1. Je vais appeler H1, Hn les hamiltoniens. Donc, le grand H, la collection des hamiltoniens, c'est une application qui va de M dans Rn. Et puis on va supposer, il y a un théorème qui est dû à d'Oestermatt et Heckman. Donc on va supposer qu'on se place au voisinage d'une valeur régulière du hamiltonien. Ça veut dire que si A est assez petit, si je prends l'ensemble de niveaux, l'ensemble des points où le hamiltonien vaut A, ça va être une sous-variété. Alors, on va appeler peut-être 2K, là, de dimension, donc 2K moins n. Et puis, je peux la quotienter. En fait, les ensembles de niveaux du hamiltonien sont stables. Sont stables par les flots hamiltoniens, donc je peux la quotienter par l'action hamiltonienne du Tor. Donc là, du coup, je me retrouve avec le quotient, ça va être de dimension 2 fois k moins n.
Et puis, la théorie générale la géométrie symplectique nous dit qu'il y a une construction qui s'appelle la réduction symplectique qui permet de munir cet ensemble d'une forme symplectique. Qui en fait est le passage au quotient de la forme symplectique d'origine. Et le théorème de Deustermat-Heckmann, il nous dit que le volume de MA, c'est en fait un polynôme. Donc c'est vraiment le fait que les Hamiltoniens soient périodiques qui fait ça. C'est un polynôme. En fait, ça s'écrit somme des C puissance alpha A puissance alpha. A, donc c'est des polynômes à n variables, et le degré, c'est, que je ne me trompe pas, c'est K moins N. Donc déjà, ça nous dit que voilà, on a des ensembles de niveaux qui ont un volume polynomial en A, et en plus, les coefficients C alpha. Et C alpha, alors il me manque un coefficient de proportionnalité près, je peux l'écrire comme l'intégrale de phi 1 puissance alpha 1, phi 2 puissance alpha 2, phi n puissance alpha n, et que je vais compléter par faut que ça fasse. Alors ça c'est oui. En fait, le fait d'avoir des actions périodiques, ça me donne des fibrés en cercle. Correspondant à l'action du IM flow. Pour I égale 1, en fait j'ai n fibrés en cercle, ils viennent chacun avec une classe de Chern qui est en fait, enfin il faut peut-être prendre le fibré en droite complexe associé et prendre la classe de Chern de ce fibré en droite. Alors on peut s'amuser à compter les dimensions, c'est des deux formes. Je ne sais plus. Oui, donc ça doit être une intégrale sur M, je pense. En fait, là à chaque fois, ça c'est une forme de degré 2 alpha I, et ça c'est de degré 2K moins 2 alpha. Donc, ouais, ça doit être ça. Il faut compléter, en fait, il faut compléter par la bonne puissance de la forme symplectique pour que ça soit de la bonne dimension pour pouvoir intégrer sur M. Donc ça, c'est un théorème général et on va l'appliquer à la situation suivante. Je vais reprendre vraiment, ça c'est pour, je
Je vais reprendre vraiment la situation que j'avais regardée. Vous vous souvenez, c'était peut-être il y a 2 cours, j'avais regardé une multicourbe tracée dans une surface. C'est pour pouvoir regarder les mêmes notations. Je vais vraiment partir de la même situation. Je prends une multicourbe tracée sur une surface, mettons, de genre G, avec M composantes. Et on avait introduit, c'était quand j'avais expliqué les formules d'intégration sur un quotient et comment on les déroule de l'espace quotient à l'espace d'origine. On avait regardé l'espace de Teichmüller. On avait appelé gamma, c'était le mapping class group. Mais on s'était intéressé en fait à gamma prime, le sous-groupe engendré sous-groupe engendré par d'une part les twists de Dehn autour des courbes gamma I. Et puis par le mapping class group de S privé de gamma. Donc on retire la courbe gamma, on obtient une surface à bord et on regarde le mapping class group du complémentaire. Et en fait, on va appliquer le théorème de Oestermann-Ekman à la variété symplectique. On va regarder l'espace de Teichmüller quotienté par ce sous-groupe gamma prime. Et ça va être notre variété symplectique, munie de la forme symplectique de Weil-Peterson, puisque comme elle est invariante par le mapping class group, on peut la passer au quotient. Et elle s'écrit en fait comme somme des. Ça, c'est grâce au théorème de Wolpert. En fait, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Donc, bon, il y a une autre partie qui est la forme symplectique définie sur l'espace des modules de S gamma. Mais en fait, on va s'intéresser essentiellement à cette partie-là. Ça, c'est le théorème de Wolpert. On nous dit que les coordonnées de longueur et de twist, elles diagonalisent la forme symplectique. Donc, je peux par rapport à les LI. Donc, je vais appeler LI. Donc, LI, c'est la longueur. C'est la fonction qui a une métrique associe la longueur de gamma I. Et puis, θ I, c'est le twist. Le paramètre de twist le long de. Enfin, le paramètre de twist. Donc, je raisonne sur cet espace parce que quand je quotiente par gamma prime, les courbes gamma 1, gamma 2, gamma m, elles restent marquées. Donc ça a un sens, les LI sont bien définis sur cet espace. Alors que si je quotientais par le groupe gamma en entier, les LI seraient plus définis. Donc ça, c'est des fonctions qui sont bien définies. Bien définies sur
En fait, en réalité, comme j'ai quand même quotienté par les twists de Den, le θi il est défini modulo un multiple de Li. Et je vais regarder comme je vais regarder les Hamiltoniens H1, Hn. HI d'une métrique X, ça va être Li carré sur 2. De sorte que le flow correspondant, le flow hamiltonien, en fait, il ne touche que à la coordonnée θi. C'est θi donne θi plus t fois Li. Et puis par contre, il ne touche pas au reste. Donc sur cet espace, le flow il est périodique parce que si je fais t d'un t plus 1, je retombe sur le même point dans la variété n. Ils sont impériodiques. Donc je peux appliquer, le théorème d'Oestermann-Heitmann. Et je vais trouver, alors quand j'avais appliqué la formule d'intégration sur cette situation, le volume qui était sorti, c'était le volume de l'espace des modules de S privé de gamma avec les composantes de bord fixées à Li. Hein. C'était ça qui était sorti dans l'intégrale. Et donc le théorème va montrer que c'est polynomial en les Li sur 2 au carré. Enfin, pardon, Li carré sur 2. Et puis les coefficients, ils s'interprètent comme des intersections de certaines classes de cohomologie. Plus interprétation des coefficients. Comme interprétation de certaines classes de Chern. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Simplement, ça fait que ça relie en fait les coefficients. C'est ça qui permet d'écrire que les coefficients, en fait, on peut les identifier à ces crochets là qui apparaissaient dans les travaux de Witten.
Et donc, les formules de récursion que vérifient ces C indice D, ça démontre une conjecture que Witten avait formulée concernant en fait la fonction génératrice, une fonction génératrice construite à partir de ces coefficients. Donc les formules de récursion topologique démontrent une conjecture de Witten qui avait auparavant été démontrée par d'autres méthodes, hein, par Kontsevich. Alors, on me dit que, je ne sais pas, je ne suis pas allée voir, on me dit que les relations de Kontsevich concernent juste le degré supérieur, les termes de degré supérieur. Enfin, un auditeur me dit ça. Bon, à voir. Mais ça avait été, voilà, ça avait été démontré au départ par Kontsevich et je pense qu'il y a aussi Okunkov qui a fait des choses en lien avec ça. Mais ça donne une autre démonstration plus accessible aux gens qui aiment bien couper les surfaces en morceaux. Voilà. Fin de la parenthèse. Et maintenant, on va partir dans l'asymptotique en grand genre. Donc à chaque fois, on va prendre tout, n sera toujours fixé et on va regarder la limite quand g tend vers l'infini. Alors une première chose, c'est qu'en fait les coefficients ces coefficients-là, c'est les coefficients des polynômes, ça peut vraiment se démontrer par récurrence à partir de juste des formules de Mirzakhani. Ils sont décroissants par rapport au DI. Donc si je... Bon, évidemment, ils sont symétriques hein, par rapport à toutes les coordonnées. Et si j'augmente l'une des coordonnées, par exemple la première, c'est le coefficient correspondant il est plus petit que le coefficient précédent. Donc en particulier, ils sont tous dominés par le coefficient qui correspond à C0, qui est le volume. Alors quand j'écris juste comme ça, si j'écris qu'il y a une composante de bord, donc ça c'est la valeur en 0, qu'on note souvent VGN. Et le fait de mettre toutes les longueurs de bord à 0, on en avait déjà parlé quand on avait parlé du passage entre les formules de Mirzakhani et les formules de Madchen, ça revient à remplacer les géodésiques de bord par des cusps. Et cette décroissance des coefficients, ça fait que si je regarde, alors je vais plutôt regarder, ce qui sort toujours dans les formules, c'est toujours L1, Ln, VGN de L1, Ln. Quand on les met dans des intégrales, ils se retrouvent toujours multipliés par le produit des LI. Qu'on a déjà vu sortir parce que finalement, quand on intègre le twist, il y a toujours un LI qui sort. En fait, ça va être plus petit que VGN fois somme pour D plus petit que 3G moins 3 plus N
Alors les coefficients qui sortaient, c'était produit des LI carré sur 2, 1 sur factoriel 2i plus 1. Et puis, comme j'ai remultiplié par LI, en fait, à chaque fois, j'ai 2 puissance DI. Donc ça, c'est un polynôme, en fait, hein, puisque la somme s'arrête. Mais quand je fais tendre G vers l'infini, en fait, ce polynôme, ça devient une série convergente. Et ça, c'est le début. En fait, ça, c'est le début du développement. En fait, ce polynôme-là, c'est le début du développement en série entière de produits de sinus hyperbolique LI sur 2 sur LI. Si je remplace cette somme partielle par la somme jusqu'à l'infini, c'est cette... et en particulier, parfois c'est pratique de juste dominer ça par exponentielle somme des LI sur 2. Donc ça fait une borne a priori. Alors il y a d'autres estimés qui... Alors il y a toujours une inégalité. Alors malheureusement, voilà, même si je voulais m'amuser à démontrer tout ça, il y a certaines estimées qui viennent des formules qui étaient numérotées grand A et grand 2 hein, sur le transparent et qui viennent d'ailleurs. Il y a une inégalité qui dit que VGN c'est toujours plus grand que VGN-1 n plus 2. Et puis que VGN plus 1 c'est plus grand qu'une constante fois 2G-2 plus n fois VGN. Ça, c'est, voilà, on peut le voir comme, une fois qu'on connaît ça, on peut le voir comme conséquence des autres formules de récursion qui viennent d'ailleurs. Il n'y a pas une interprétation géométrique, par exemple, à la première égalité? Alors là, la caractéristique de l'air reste constante. Hein, c'est la même caractéristique de l'air. Celle-là, je ne sais pas s'il y a une interprétation. Celle-là, en fait, le fait de perdre... Là, en fait, ça, le terme qu'on perd... En fait, là, on supprime un point marqué et on perd quelque chose qui est le volume de la surface. Donc celle-là, on comprend mieux géométriquement pourquoi elle est vraie. C'est le fait de rajouter un point marqué, ça donne un degré de liberté supplémentaire. Et le fait de faire bouger ce point marqué, c'est... On se dit moralement le volume correspondant, c'est le volume de la surface. Par contre, là, le fait que ça soit vraiment décroissant dans ce sens-là, je ne sais pas s'il y a une interprétation géométrique. C'est pas une déformation où tu rajoutes une anse, tu as 2 points de plus, une anse de moins, pas une façon de déformer. Oui, ben en fait, on passe de là à là en retirant ça. En fait, on passe bon, là, j'ai des composantes de borne, mais on passe de là à là en retirant une courbe simple non séparante, en fait. Alors pourquoi ça fait décroître le volume, je ne sais pas. Est-ce que le volume justement fermé, ce ne serait pas genre l'intégrale de VG plus 2 Oui, mais avec des... Oui, mais toujours, c'est moralement vrai, mais toujours quand même avec des paramètres. Là c'est le volume total. Je pense qu'il... Bon, ça viendra intégrer sur le paramètre. Bah, de toute façon, ça se démontre... Ouais. À voir, je ne sais pas. Exercice. Alors, il y a une autre identité qui est au départ c'est du Amirzakani, mais je vais donner la version un petit peu optimisée qui vient d'un article de Nier ou Exway de 2022. Je vais l'écrire, après je vais commenter, qui dit que si on se donne N1
Donc on se donne Q un entier et N1, NQ qui sont fixés. Et si on fait la somme sur G1, GQ des produits VG1, N1 fois VG2, N2, V indice G2, N2, VGQ, NQ. Et on fait la somme en mettant la contrainte que la caractéristique de l'air totale correspondant à ça soit donnée. Donc on fait la somme pour I allant de 1 à Q de GI-2 plus NI. On appelle R en fait, voilà, on suppose que c'est un certain nombre R. Alors ça, c'est plus petit que... Là, je dis que c'est optimisé, c'est dans la dépendance par rapport la manière dont les constantes dépendent des différents paramètres ont été optimisés par ces trois auteurs. Donc il y a une première constante, là il y a C sur R à la puissance Q moins 1. Et là, il y a une quantité qui est appelée WR, et en groupe WR, c'est... Alors, c'est selon la parité de R, hein, si R est pair, c'est le volume correspondant, le volume de l'espace des modules pour une surface de genre R sur 2 plus 1 et 100 en bord. Et puis si R est impair, en fait, on prend la surface qui a le moins de composantes de bord possible et qui a la caractéristique de l'air R. Donc si R est impair, on prend juste R plus 1 sur 2, 1. Parmi toutes les surfaces qui ont la même caractéristique de l'air et qui sont connexes, on prend à chaque fois celle qui a le moins de composantes de bord possible. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est que dans ce qu'on est en train de dire, et puis il faut supposer que 2GI-2 plus NI est strictement positif. Donc en fait, on dit ce que dit cet énoncé, c'est que si on essaie de disconnecter une surface de caractéristique de l'air donnée en Q morceaux, on perd un facteur qui est 1 sur la caractéristique de l'air à la puissance Q plus 1, Q moins 1. Donc en particulier, plus on disconnecte, plus on va toujours utiliser ça dans la limite où R tend vers plus l'infini. Hein, R, ça va être... Donc en fait, plus on disconnecte la surface, plus le volume de l'espace des modules correspondants est petit. Si on compare à caractéristiques de l'air donné, les surfaces qui ont le plus gros l'espace des modules qui a le plus gros volume, c'est le cas connexe. Et puis plus on découpe la surface, plus l'espace des modules a un volume petit. Donc là, si je veux résumer, c'est que A, caractéristique de l'air fixé, grande. L'espace des modules des surfaces pour les surfaces connexes elle domine je ne sais pas, voilà, je sais pas.
Ensuite, à partir de ces estimés un petit peu de base, Mirzakhani et Zodraff, et donc à partir des estimés de base et des formules de récursion, Mirzakhani et Zodraff en fait, ont obtenu des développements asymptotiques en grand genre. Alors, par exemple, donc il y a plusieurs. Peut-être le résultat de base, c'est que chacun des coefficients, si on fixe. Alors, les coefficients, je l'ai noté, c'est indice D, mais il faut se souvenir qu'ils dépendent aussi de G et de N. Donc, et à chaque fois, N va être fixé et G va tendre vers l'infini. Donc, les développements asymptotiques, c'est ceux qui vont nous intéresser quand on fait des probabilités, parce qu'à chaque fois, ils sont renormalisés par le terme dominant, qui est le volume total. Donc, bon, il admet un développement asymptotique. Alors, bon, ça ne va pas être très facile. Alors, il y a toujours le D qui dépend, qui est le D de là. Ouais. Donc, c'est toujours des développements asymptotiques en puissance inverse de G. Hein. On peut faire à tout ordre. Après, il y a, si on fait, alors celui dont on a parlé tout à l'heure, si on fait VGN sur VGN plus 1, là c'est G puissance K. Donc celui dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est qui consiste à rajouter un point. Tout à l'heure, on avait uniquement donné une inégalité. En fait, on a un développement asymptotique. Bon, un peu du même genre. Donc on renormalise à chaque fois par le... Là, il y a le volume de la surface en fait qui sort. Bon, je ne sais pas si c'est forcément la peine de tous les recopier, mais voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'interprétation des coefficients en termes d'intersection de classes de Chern, comme c'est des classes de cohomologie à valeur rationnelle, en fait, ça nous donne en fait, des informations sur le fait que ces coefficients soient rationnels ou soit on a des informations supplémentaires, en fait. Si on sait des choses en fait, sur un peu tous ces coefficients, ils ont une certaine structure que je vais... Et puis, il y a celui dont on avait parlé tout à l'heure. Alors, ces deux-là sont importants. Celui-là, consiste à rajouter un point. Celui-là, c'est, comme on avait dit, finalement, c'est enlever cette opération-là. Ça consiste à enlever une courbe simple non séparante. Ça préserve la caractéristique de l'air. Et en fait, les deux volumes, ils sont équivalents et ils ont le rapport entre les deux volumes. Hein, il a un développement asymptotique aussi. On peut faire ça à tout ordre. Quoi dire d'autre? Alors, bon, ça, je vais en utiliser certains de ces résultats. À la fin, Mirzakhani Zodraff rassemble tout dans une estimée que je ne vais pas utiliser, mais en fait, on connaît quasiment à un facteur près l'asymptotique de VGN. Il y a un facteur inconnu là, mais parce qu'il est exprimé juste en disant qu'il y a un certain produit qui est convergent.
Mais sinon, le reste de l'asymptotique, il ressemble à ça. Bon, ça, je vais pas forcément l'utiliser. Alors, et c'est pareil, il y a un développement asymptotique, etc. Et la seule chose qui est inconnue, c'est celui-là. Alors peut-être, pour conclure, je vais vous donner juste un exemple de comment on utilise ces... en tout cas au premier ordre, comment on utilise ces asymptotiques. Après, la prochaine fois, je dirais aussi avec Laura, ce qu'on a démontré. En fait, donc, notre article, il y a vraiment certains bouts, on s'est rendu compte que ça ressemblait à ce qu'avait fait Mirzakhani isographe, mais la différence, c'est que eux, ils se sont concentrés, ces quotients-là, eux, ils se sont concentrés vraiment sur la dépendance en G, alors qu'avec Laura, on s'est concentré sur la dépendance en D. Et finalement, on aurait pu peut-être remettre les deux articles ensemble à la fin, parce que clairement, il y a des bouts où on fait à peu près les mêmes choses, mais eux, leur but, c'est vraiment de savoir comment ces quotients-là dépendent de G, et nous, notre but, c'est de savoir comment ils dépendent de D. Donc, ça, c'était ce qu'on avait fait, je ne sais pas, ça doit être publié en 2022. On a étudié la même chose. On a montré que la dépendance en D, en D est presque polynomiale. Elle est polynomiale pour D assez grand. Bon, ça, je détaillerai l'énoncé la prochaine fois, mais c'est pour dire qu'en fait, on a fait à peu près les mêmes calculs, mais dans des buts différents, et qu'il y a des... Voilà, et à la fin, je donnerai... On peut remettre les deux énoncés ensemble si on veut. Et pour terminer, je vais juste... où est-ce que j'ai mis mes brosses ? Je vais montrer un exemple simple de calcul qu'on peut faire en utilisant... la plupart du temps, je vais utiliser... Dans les premiers exemples de calcul que je vais donner, je vais tout le temps utiliser l'asymptotique au premier ordre. Par contre, dans la preuve du trou spectral 1/4, on a besoin de faire des asymptotiques à tout ordre. Oui, en fait, bon, je pense qu'en réalité, je ne vais pas avoir le temps de faire. Peut-être juste que je ferai tous les calculs la prochaine fois. Juste, en fait, peut-être je vais juste compléter ça en disant que le fait que les coefficients renormalisés convergent, ça nous dit que maintenant, la fonction VGL1 ln sur VGN elle-même converge quand j tend vers l'infini. Je vais tout le temps la multiplier par L1. En fait, elle a un développement asymptotique. C'est ça qu'on a... Nous, on a calculé en fait, le développement asymptotique de ça. Le premier terme, en fait... Le premier terme, il est donné par... Il avait été calculé par Mirzakhani et Petri. Et ça commence comme le premier terme, c'est produit des sinus hyperboliques Li sur 2. Et finalement, le résultat qu'on a démontré avec Laura, que j'énoncerai plus en détail, le fait de comprendre la dépendance
des coefficients en D, ça nous permet en fait de comprendre les termes suivants. Mais le premier terme, en fait, donc, après, il y a des grands taux de 1 sur G, enfin, il y a un développement asymptotique à tout ordre, et voilà, nous, notre résultat, il concerne vraiment les coefficients qui apparaissent là. Le premier coefficient, c'est celui calculé par Mirzakhani et Petri. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, finalement. Merci.